Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Si vous êtes un habitué de ce média, vous aimez sans doute, comme nous, les études, les recherches, comprendre comment elles sont élaborées, comment elles s'effectuent, et en général, pour cela, on s'adresse à des professionnels. Mais aujourd'hui, ce sont des passionnés qui vont nous partager le résultat d'une enquête fascinante sur l'outing HPI. Alors le coming out, vous savez sans doute ce que c'est pour l'homosexualité par exemple. Eh bien, on pourrait plus ou moins faire l'analogie lorsque l'on fait la démarche de dévoiler à son entourage proche ou à son travail que l'on a un haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire un haut QI. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, parce que manifestement, avoir un haut QI ne devrait pas mener à ce genre de situation. Mais ce monde n'est pas vraiment logique, et en réalité, être homosexuel ne devrait pas non plus générer le genre de réaction que cela génère encore aujourd'hui. Nous sommes dans le sociétal, le culturel, les stéréotypes et autres discriminations, et on doit quelquefois malheureusement être contraint à jongler avec pour pouvoir les dépasser. Notre invité du jour, c'est Maxime David, membre de la célèbre association Mensa, dont nous avons eu le plaisir de rencontrer quelques responsables dans un épisode précédent. Et c'est à l'intérieur d'un groupe d'intérêt spécifique de Mensa que Maxime et ses collègues ont réalisé cette excellente enquête-étude qui va plus loin que le simple coming out. Et vous allez voir, on en apprend encore une fois énormément sur la manière de vivre avec un haut quotient intellectuel en France en 2024, en tout cas chez les personnes de Mensa qui ont accepté de participer à cette enquête. Et c'est toujours important de le préciser, ce n'est pas une étude dont les résultats sont à généraliser, mais elle reste la première du genre et je suis hyper fier qu'elle sorte pour la première fois sur Intensément. Merci d'ailleurs à Mensa de nous permettre de bénéficier d'un document interne. Et cet épisode a encore une fois été rendu possible grâce aux contributeuristes d'Intensément que je remercie du fond du cœur. Le financement participatif est ce qui fait vivre ce média. Alors si vous voulez m'aider et rétribuer mon travail à sa juste valeur, il y a un lien unique. Vous pouvez faire une donation ponctuelle ou régulière à partir de seulement 2 € par mois, ce qui vous fait 25 centimes par épisode. Et dès maintenant, si vous contribuez, vous recevrez une newsletter adressée tous les dimanches et la possibilité d'une rencontre en visio avec moi, si vous le voulez bien sûr. Et dès la rentrée, on va passer à la vitesse supérieure, je vous en parlerai. Merci Intensément, bienvenue dans notre vaisseau spécial, bonne écoute et bonne visionnade. Maxime David, ravi de te recevoir sur Intensément Podcast. Merci Raph pour l'invitation. Avant de commencer sur l'étude qui s'appelle Se révéler en tant que HQI, haut quotient intellectuel en France hier et aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles de toi, peut-être que tu te présentes brièvement et que tu nous dises comment tu as été amené à faire cette étude. Alors c'est indiqué un petit peu en dessous qu'effectivement c'est une enquête Mensa. C'est un petit peu on va dire la clé d'entrée que je vais utiliser pour me présenter. Moi j'ai été plus ou moins identifié comme ayant un HQI lorsque j'étais jeune. J'ai passé les tests Mensa lorsque j'avais 15 ans. Okay. Donc ça fait un certain temps en fait que j'ai été un petit peu dans cette mouvance-là, on va dire, de communauté, HQI, etc., le côté Mensa, etc. Il y a eu des moments où j'ai voulu m'en écarter, des moments où je voulais un petit peu interagir davantage avec des personnes qui avaient cette particularité, on va dire. Et j'ai vu ça évoluer en fait depuis 20-30 ans. Et début 2020, pour des questions plus intrafamiliales, on va dire, j'ai voulu savoir un petit peu plus quel était mon profil parce que j'avais juste passé les tests Mensa qui te donnent pas un score équivalent au WISE ou EPSI, qui te donne juste le fait que tu as atteint le niveau d'adhésion à Mensa potentiel ou pas. Donc j'ai passé le WISE en 2020 qui m'a donné un score équivalent à THQI. Très haut QI. Du coup, les premiers retours que j'ai eus, c'était il y a autant de différence entre un profil THQI et un HQI qu'entre un HQI et on va dire une personne de plus dans la norme. Donc ça m'a vraiment questionné sur comment est-ce que du coup ça peut avoir un impact sur la manière dont moi j'ai des relations avec d'autres personnes HQI et aussi qu'est-ce qui va faire la différence, qu'est-ce qui constitue cette différence. Donc ça m'a replongé un petit peu comme si j'avais découvert en fait mon HQI. D'accord. Je repartais un petit peu sur une page blanche à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé à plus poser des questions au sein de Mensa sur tout ça, sur les rapports aux autres, etc. en tant qu'adulte, puisque c'est pas ce que j'avais vécu moi forcément au départ.
Et de fil en aiguille, on a convenu avec d'autres membres qui avaient un manque à ce moment-là dans l'association sur justement le fait de pouvoir accompagner les autres adhérents Mensa sur la compréhension de ce qu'est le HQI et pouvoir faire la différence entre ce qui est de l'ordre du scientifique, des études qui s'intéressent vraiment à l'échelonnage, on va dire, de capacités intellectuelles, et puis les profils HPI qui sont abordés par les cliniciens, par les psychologues, etc., et qui essayent d'aider les gens à vivre avec leurs particularités, et qui vont essayer de généraliser ou de trouver des points qui peuvent aider tout le monde en même temps, voilà, et qui des fois vont avoir des approches qui sont moins scientifiques, qui sont beaucoup plus empiriques, quoi. Voilà. Et on a ces deux sources d'informations qui parfois sont contradictoires et qui peuvent être compliquées à gérer pour des personnes qui découvrent le sujet. Voilà. Donc c'est un petit peu aussi chose qui m'a poussé à rentrer en contact avec toi il y a quelques temps, parce que je trouvais qu'on avait une démarche un petit peu similaire entre ce GIS qu'on appelle comme ça à Mensa les groupes d'intérêt spécifiques, et puis ce que tu fais avec Intensément. Il y avait je pense un intérêt à pouvoir partager un petit peu ce qu'on faisait de manière parallèle. Est-ce que tu peux dérouler l'historique de cette étude et que on passera aux résultats? Le GIS, en fait, on a une organisation qui est assez contributive, c'est-à-dire que c'est vraiment assez open sur qui veut faire quoi et comment est-ce que chacun peut amener un petit peu sa pierre. Donc, on a commencé en fait par faire un sondage interne sur quels sont les sujets qui vous semblent intéressants. On avait aussi l'idée avec ce sondage de voir quels sont les préjugés que vous entendez le plus souvent sur le HQI. C'est pas mal ça comme sondage. Et du coup, on avait fait un article déjà pour le magazine interne de Mensa sur les préjugés, du coup, après ça. Et puis, dans le même sondage, du coup, on avait vu que il y avait, dans les sujets potentiels qui intéressaient les membres du groupe, cette question de l'outing, entre guillemets. Donc, l'outing, ça peut être deux choses, hein. Ça peut être effectivement le fait de faire un coming out, comme dans d'autres circonstances personnelles. Et puis ça peut être aussi le côté un peu exclusion, quoi, le fait de se sentir un peu ostracisé parce que on s'est dit personne HQI, ou parce que des gens voient un décalage, voient une différence et mettent la personne de côté. Dans les deux cas, en fait, pour nous, c'était effectivement comment est-ce que on extériorise cette particularité, comment est-ce que on en parle ou pas, et quelle opinion les personnes HQI ont de cette révélation, quoi. Donc on a creusé comme ça, par personne qui était intéressée par le principe d'un questionnaire. On s'est mis à voilà, lister un petit peu toutes les questions qui seraient intéressantes, pertinentes, en fonction des expériences des uns et des autres, et puis de ce qu'elles aimeraient avoir comme information sur ce qu'ont vécu d'autres personnes adhérentes. Et oui, c'est une question qui revient souvent, même chez les personnes qui sont pas forcément sur Mensa. D'abord, on va peut-être voir quelle est la personne type. Donc nous, ce qu'on dit à chaque fois lorsqu'on rentre après dans le détail, c'est qu'on sait qu'il y a des biais sur cette étude. Oui, c'est toujours important de le dire. Voilà, ouais. On dit pas que ce qu'on a trouvé, ce qu'on a pu avoir comme résultat concerne tous les personnes HPI en France, ni même toutes les personnes de Mensa, Oui. parce que c'était ouvert en fait au sein de l'association qui voulait participer. Donc il y a des gens qui n'ont pas envie de participer, et du coup c'est pas exhaustif, quoi. Donc il y a cette limite qui est assez importante quand même, parce que on peut pas généraliser une fois de plus sur des populations plus larges. Donc il y a combien de membres qui ont répondu, qui ont voulu participer à cette enquête alors? Donc on a eu 787 participants. Pas mal. Un petit peu plus de participation. Il y a des personnes qui ont fait 2 réponses parfois, et ça on les a traités, c'est-à-dire qu'on a pu, en conservant leur anonymat, on a pseudonymisé, on va dire, les participations, et donc on avait à chaque fois un code qui permettait de voir si c'était une même personne qui avait répondu mais plusieurs pourquoi fois. aurait-elle voulu répondre plusieurs fois, excusez-moi? Ah non, mais des fois c'est aussi des problèmes techniques. Ah oui, La personne d'accord. commence à répondre,
il y a un problème technique et du coup elle recommence et ça fait 2 participations. D'accord. Ok. C'est aussi bête. Mais du coup, voilà, on a à peu près ce ratio-là. C'est déjà, on va dire, pour nous, c'est déjà un volume, on va dire, Ah ben d'informations oui. qui est assez significatif, quoi. Après, en termes de nombre de questions, hein, la révélation, elle se fait à différents publics. On peut le faire dans le cercle familial, auprès d'amis, etc. Donc, si les personnes n'étaient pas concernées, par exemple, par le fait de révéler dans le milieu professionnel, on leur posait pas les questions. En fonction des types de révélations, par exemple, elles n'avaient pas le même nombre de questions répondues. Et puis après, on a essayé, pour pouvoir traiter aussi plus facilement, de faire beaucoup de questions plutôt fermées, c'est-à-dire avec des réponses déjà proposées, et puis voilà, 10% à peu près de questions qui étaient facultatives et 5% de questions ouvertes où les gens rédigeaient et puis après il faut Oui, parce que traiter. sinon, ça fait beaucoup de travail, quoi. Voilà. Du coup, il y a un portrait robot. Alors, C'est elle. Je le savais. C'est la alors comme c'est coupable. un portrait robot, mais en fait c'est une image d'un robot. C'est une image que j'ai générée avec une intelligence artificielle qui correspondait au profil. Donc ce portrait robot, en fait, on l'a rédigé pour permettre de rentrer, on va dire, dans l'étude de manière un peu imagée. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une liste de statistiques, de graphes, etc., où il y a plein d'informations dans tous les sens, on s'est dit on va essayer d'extraire les quelques éléments qui sont vraiment significatifs, donc avec des pourcentages élevés, des choses assez nettes, et puis on va les mettre ensemble pour voilà, raconter un peu une histoire. Donc ça a pas vraiment pour but de dire ben voilà, les répondants ils sont tous comme ça, parce que évidemment il y a plein de différences après au sein des répondants, mais en tout cas ça donne un petit peu le type d'information qu'on a pu obtenir grâce à l'enquête. Alors, le profil type de répondant est une femme née en 1976, habitant en région, mère et en couple, avec une activité de cadre. Sa prise de conscience, qu'elle juge tardive, est assez récente et multifactorielle. Son QI entre 130 et 145 a été obtenu par un test WISE, passé peu de temps après sa prise de conscience. Et elle n'a pas de pathologie psychologique chronique. Elle n'avait pas connaissance d'autres personnes HPI parmi ses proches auparavant et a adhéré à Mensa essentiellement pour pouvoir échanger et rencontrer d'autres HPI. Outre ce besoin d'être en lien, prendre conscience de son HPI lui a apporté une meilleure connaissance d'elle-même et du HQI, mais également un sentiment de gâchis, de temps perdu. Elle a pu constater avoir davantage d'assurance, de confiance en elle, mieux gérer la sensation de décalage, voire identifier plus facilement d'autres HPI. Même si elle ne se sent pas appartenir à une minorité, elle a l'impression de faire partie d'une communauté HQI. Ce ressenti est peut-être nourri par l'idée que, selon elle, le fait de révéler son HQI n'est pas encouragé en France, ce qui ne serait pas vraiment le cas à l'étranger. Elle est d'ailleurs d'avis que cette révélation présente des risques, jalousie, incompréhension, rejet. Néanmoins, assez vite, elle a souhaité révéler son HQI, notamment à son conjoint, bien qu'il n'avait pas vraiment de connaissances sur le sujet. Sa réaction a été plutôt bonne, elle a bien vécu cette révélation, et celle-ci n'a pas eu d'effet notable sur leur relation. Voilà. Mais moi, je trouve ça excellent. Donc, c'est ce qu'on a pu générer comme histoire, on va dire, à partir des principales données. Donc ça, c'est la personne moyenne, on va dire. Ce qui veut dire que les personnes qui ont répondu, c'était pas trop des Parisiens, donc en réalité. Oui, c'est-à-dire qu'on a une sous-représentation des membres de Mensa qui sont en région parisienne. D'accord. On a une comparaison entre la répartition, le graphe de gauche, la répartition des adhérents Mensa par région. Donc on voit bien que la proportion Île-de-France est quand même assez forte. Et puis on a fait, nous, sur les répondants, la proportion Île-de-France versus région. Donc on a un quart des répondants qui sont en Île-de-France versus la moitié des adhérents. Et il y aurait une explication selon toi ou pas? Parce que je me suis posé la question. En fait,
J'ai pas d'explication. On n'est pas obligé d'avoir une explication non plus. Et donc, ça serait plutôt une femme. Mais là, on dirait que c'est plutôt moitié-moitié. Oui. Alors, il n'y a pas une énorme différence entre sexes au sein des adhérents Mensa, mais effectivement, sur les répondants, on avait davantage de femmes que d'hommes. Là, ce que je trouve de super dans la lecture du portrait robot que tu as fait, on rentre finalement dans la vie de quelqu'un, comment elle en vient à être identifiée, puis ensuite tout le mouvement qu'il y a à faire pour faire cet outing, et aussi comment on voit plus ou moins comment elle est considérée par son entourage et puis aussi par l'extérieur. Comment est-ce que tu interpréterais tous ces résultats? Est-ce que tu as eu des surprises? En fait, on a cherché effectivement quel était le dénominateur commun entre les différentes statistiques qu'on a obtenues, et le principal enseignement qu'on a actuellement, parce qu'on n'a pas encore tout dépouillé, hein. Après on peut faire des croisements, on peut aller plus loin dans l'analyse, mais actuellement ce qu'on voit, c'est que il y a une méconnaissance du grand public de la question du HQI, et que cette méconnaissance, elle a des impacts justement sur la manière dont les gens qui sont concernés vont pouvoir vivre cette différence et la révéler autour d'eux, quoi. Exactement. Alors là, franchement, je suis super content que tu aies dit un truc comme ça, parce que c'est un peu comme le problème du diagnostic avec tel ou tel trouble ou pathologie. Je me souviens je pense que c'est Sébastien Harard qui a fait un post récemment au sujet du diagnostic de TDAH, et qui disait le diagnostic en lui-même, il n'est pas négatif. C'est la vision des gens à travers ce diagnostic qui font qu'on le prend mal, le diagnostic, puisque le diagnostic, c'est juste un diagnostic et une identification de HPI. Pour moi, quand je dis HPI, pour moi, c'est la même chose que HQI. Il devrait pas y avoir de négatif là-dedans. Mais effectivement, le regard de la société vis-à-vis de ça, et puis aussi toutes les idées fausses, toutes les représentations stéréotypées, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes m'ont écrit, et je l'ai ressenti pareil, et c'est ça qui m'a fait du bien en lisant ton étude, c'est qu'on se sent pas seul, et comment on interprète le regard des autres, et comment on est obligé de surpasser ce regard-là. Et oui, il y a plusieurs éléments. Il y a le sentiment de décalage déjà. En fait, je pense que si tout le monde était conscient du potentiel HQI des uns et des autres, ce décalage, il serait pas vécu de la même manière. Exact. Il y aurait une tolérance ou une compréhension qui serait différente. Le fait que les personnes souvent prennent conscience tardivement de leur HQI, souvent à l'âge adulte, parfois après 40 ans. C'est aussi parce que on n'en parle pas beaucoup au quotidien. On a vu aussi que en général, les personnes qui sont adhérentes, elles n'avaient pas connaissance d'autres personnes HPI dans leur entourage avant, alors que c'est quand même assez admis qu'il y a une part héréditaire qui est importante. Pas que la part héréditaire, mais forcément son entourage, même professionnel, quelquefois les boulots qu'on fait sont en correspondance avec notre quotient intellectuel, et nos collègues ont peut-être autour de notre score en réalité. Je pense, je sais pas, mais... Il y avait aussi une question sur est-ce que les personnes à qui vous l'avez révélé étaient au courant, enfin connaissaient la question déjà, et beaucoup disent que non. Et puis il y avait une question sur est-ce que pour vous révéler son HQI présente des risques. Donc là on a eu je crois un ratio qui est assez fort sur le fait que oui il y a des risques, et donc on avait un certain nombre d'éléments qui étaient associés à ça. Donc voilà, il y a vraiment un certain nombre il y a un faisceau, on va dire, de preuves qui sont associées à ce problème de méconnaissance du sujet dans la population, et qui ont des impacts après sur comment ça se passe. Si on veut aller au niveau émotionnel, c'est à qui en général que donc on fait notre outing au début en priorité? Forcément, comme pour beaucoup de personnes concernées, ça présente des risques. Elles vont essayer de gérer ce risque, et donc de le limiter. C'est moins risqué d'en parler d'abord aux membres de sa famille, ses amis, potentiellement. Et puis, si on juge qu'il n'y a pas trop de risques, après on peut parler à des collègues de travail, à son supérieur hiérarchique, des choses comme ça, ou carrément en parler à tout le monde. Enfin voilà, mais on voit là clairement que c'est d'abord le cercle privé assez proche qui est concerné, parce que on va essayer de gérer déjà avec ce niveau-là avant d'aller élargir. C'est compréhensible, et je voulais savoir s'il y avait une différence entre la réaction de la famille, genre les parents, et du conjoint. Tu dis dans le portrait robot qu'effectivement sa révélation est bien accueillie, plutôt bien accueillie par le conjoint.
Oui, alors après, on a fait des questions qui étaient justement sur les réactions. Et donc là, en fait, on rentre vraiment dans des aspects beaucoup plus subjectifs parce que on demande à une personne, qu'est-ce que vous pensez que la personne en face a eu comme réaction? Donc, il faut déjà être en mesure d'identifier la réaction de l'autre et de la juger. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais on a, nous, derrière ces questions-là, des questions un peu plus ouvertes, notamment avec le conjoint. On leur a demandé s'il y avait des éléments assez forts. Et donc oui, des fois, enfin, pour les personnes qui ont répondu, c'est lié à leur divorce, par exemple. C'est lié à une séparation, c'est lié à une remise en question vraiment profonde. Donc, à tort ou à raison, elles vont l'associer à des changements importants, quoi. Tu veux dire que c'est leur divorce qui a mené à s'identifier, ou alors tu veux dire c'est le fait d'avoir révélé qu'ils étaient ou qu'elles étaient à OQI qui les a fait divorcer? Alors, c'est leur révélation au sens large, c'est-à-dire le fait de prendre conscience d'être HQI et d'en parler, les deux, en fait. Parce qu'il y a un changement en termes de confiance en soi, d'estime de soi, etc., qui peut modifier la relation. Et puis, le rapport, effectivement, entre les conjoints peut changer avec ça. Donc, voilà, il y a ces différents aspects-là qui entrent en jeu. Donc après, à savoir ce qui est vraiment... à l'origine des décisions, bon là c'est des histoires personnelles, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en même temps que vous avez fait cette étude-là, vous êtes intéressé au problème annexe, qui est l'âge de la prise de conscience. Et je crois que c'est la première fois que je vois un tableau comme ça. Je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des tableaux comme ça. Je dis peut-être n'importe quoi. Mais en tout cas, donc là, on a sur 750 personnes, on a le graphe de l'âge de prise de conscience. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est comme ça que je vais revenir te titiller sur pourquoi est-ce que tu t'es identifié à 15 ans. Pourquoi tu es rentré à ça à 15 ans. Dans le graphe sur l'âge de prise de conscience, on s'aperçoit que l'âge le plus fort, c'est entre 30 et 39 ans. Ça fait 31% à peu près. Et il n'y a que 15% de ces personnes-là qui l'ont eu en tant qu'adolescents et enfants. Et donc, je me pose la question, qu'est-ce qui a fait qu'à 15 ans, tu t'es dit, je vais rentrer à Mensa? Moi, dès la maternelle, en fait, j'avais eu une institutrice qui avait dit à mes parents, votre enfant fera pas d'études, il a un problème, donc peut-être qu'il faudrait voir pour le mettre dans un établissement spécialisé, parce que ça va pas. Donc il y a eu derrière des rendez-vous, effectivement, avec des pédopsies, des choses comme ça, et le diagnostic, il n'y a pas vraiment eu de test à ce moment-là, mais le diagnostic, c'était plutôt non, il n'a pas de difficulté, il est différent, il a des facilités ou quoi. Du coup, essayer de voir si ça évolue et puis peut-être que la solution sera un saut de classe. Mais tout ça, ils te l'ont dit sans te faire passer de test de QI. Oui. En même temps, ça dépend à quelle époque c'était. Oui, c'était en 83, en 85 peut-être. Donc moi j'ai fait après derrière j'ai sauté le CE1 et puis arrivé au lycée, j'avais du mal à m'intégrer en fait. Je me sentais en décalage. Alors je mettais pas des mots, je mettais pas le mot décalage, tu vois. Il y avait un mal-être quand même. Il y avait une souffrance, le fait de pas avoir d'amis, de pas avoir des centres d'intérêt vraiment communs, etc. Et du coup, mes parents se sont dit peut-être que c'est le moment pour que ils conscientisent cette différence. Avant, ils m'en avaient pas parlé clairement. Ils m'avaient pas dit, en fait, tu as un profil de quotient intellectuel qui est au-dessus de la moyenne, etc. Donc, c'est pour ça que tu as ce vécu. Donc là, ils m'ont dit, regarde, il y a une association qui s'appelle Mensa, il y a un test là, tu peux le passer, voir si ça correspond à ce que toi tu as comme capacité. Et puis du coup, j'ai passé le pré-test, après le test. Et à l'époque, il y avait pas beaucoup d'ados qui étaient membres de Mensa. Donc moi, en termes relationnels, après, ça m'a pas apporté beaucoup de choses. J'ai eu 2-3 contacts après avec des jeunes, mais c'était assez limité à cette époque-là. L'objectif, c'était que je me comprenne mieux et que je puisse mieux appréhender ce qui faisait les différences que je vivais. Et de la même manière, à l'époque, c'était pas forcément évident de trouver un psychologue qui puisse aider, qui puisse accompagner, quoi. On n'était pas du tout dans les configurations d'aujourd'hui. Et donc, ça t'a aidé ou pas au final? Alors, en fait, comme j'étais ado, j'ai utilisé ça en partie comme manière de me construire mon identité. C'était avec tous les choses trappes qu'on peut imaginer, c'est-à-dire des moments où moi j'en parlais à des personnes qui n'avaient rien à faire, et puis que moi je jugeais
voilà, différemment selon leur réaction. Enfin, voilà, donc j'ai fait vraiment des bourdes pas possibles à cause de ça. Et c'était des erreurs de jeunesse, quoi. C'est tout simplement pas. Oui, t'as fait ton outing, t'as fait ton coming out, mais à 15 ans, 16 ans, ça doit pas être évident, l'air de rien. Voilà. Donc, au lycée, il y en a qui me disaient, ah, le génie. Enfin, il y a des choses comme ça, tu vois. Bon. J'espère que t'as pas été harcelé, c'est déjà le plus important. Non, j'ai pas été harcelé. Mais donc, voilà, pendant une dizaine d'années, en gros, j'ai fait un peu n'importe quoi avec cette question, en fait, cette manière d'appréhender, le HQI et de l'intégrer à ma personnalité, quoi. Parce que j'étais un peu tout seul dans mon coin, tu vois. Et au final, dans tout ton parcours, sans indiscrétion, tu n'as pas ensuite été diagnostiqué avec un trouble ou une pathologie psychologique ou psychiatrique? Non. Alors, quand j'ai fait mon bilan Weiss en 2020, j'avais questionné le professionnel avec qui j'ai fait le bilan, parce que, dans ma sphère privée, il y a des fois des moments où voilà, je me suis questionné, je me suis dit, est-ce que en plus de HQI, j'aurais pas un TSA ou un TDAH, des choses comme ça, voilà. Et donc j'ai posé la question naïvement, est-ce que j'ai d'autres particularités? Et en fait, le professionnel m'a dit, mais je n'identifie pas du tout d'autres problématiques, quoi. Donc voilà. Donc en fait, j'ai pas été plus loin. Parce qu'il y a tout ce discours qui dit c'est pas le HPI qui crée le décalage, c'est pas ci, c'est pas ça. Et je suis d'accord avec ça sur les études à grande échelle, sur les méta-analyses. Mais encore une fois, il faut voir qu'il y a des personnes, peut-être toi par exemple, qui n'ont pas de troubles, pas de pathologie psychologique ou psychiatrique. Et en fait, de par leur personnalité, parce qu'il y a aussi l'élément personnalité, et leur OQI, ont un parcours de vie où ils se sentent un peu en décalage, enfin, ou même beaucoup en décalage, où ils se sentent isolés, où ça crée cette espèce d'identité spéciale. Et non, c'est intéressant de rencontrer des gens comme ça. Parce qu'en même temps, dans ton étude, je suis étonné par le peu de personnes qui, au final, ont des troubles ou des pathologies. En fait, dans ma tête, j'ai cette idée, et là aussi c'est un préjugé, mais c'est un préjugé que je devrais pas avoir, qui fait que pour moi, le parcours, entre guillemets, qui mène à aller voir un ou une psychologue, à être identifié HPI, ou alors le parcours qui mène à se penser HPI, c'est souvent un parcours qui vient de troubles psychologiques ou de psychopathologies diverses, et au final, la plupart des gens n'en ont pas, enfin en tout cas dans l'échantillon que tu as. Alors moi, ça m'a beaucoup intéressé aussi effectivement cette partie-là, parce que moi l'élément le plus notable que je trouve, c'est les 22,5% de je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on a posé la question, est-ce que vous avez est-ce que vous avez des troubles, est-ce que vous avez des particularités autres que le HQI? Et il y a une personne sur 5, 4 qui dit je ne sais pas, quoi. Et oui, une autre partie qui ont des suspicions mais pas de certitude. Oui, et puis il y a quand même 22% qui parlent d'hypersensibilité, et souvent ces hypersensibilités sont liées à des troubles ou à des pathologies. Pour moi, il y a la difficulté du diagnostic, la difficulté de l'auto-analyse ou de la compréhension de ce que sont les troubles, etc. Donc c'est ça aussi qui est, je trouve intéressant, c'est que on rentre dans des choses complexes. Enfin, c'est pour les gens concernés qui sont HQI, savoir si effectivement leur personnalité correspond à des troubles associés ou pas. C'est pas simple, quoi. C'est pas. Oui, puis en plus il y avait pas la case anxiété ou dépression ou des trucs comme ça. Donc effectivement, quand on regarde le graphe, si on prend les personnes qui ont déclaré aucun, il y a que 40% effectivement. Enfin que 40%, pardon, c'est un gros 40%. Est-ce qu'il y a des points que tu aurais voulu aborder qu'on n'a pas abordé? La situation familiale, le fait que globalement il y a assez peu d'impact sur la situation familiale avant-après. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'était plus l'opinion sur la révélation. On a essayé de rester assez générique sur ces questions, mais typiquement, on a demandé est-ce que elles ont idée les personnes de comment ça se passe à l'étranger. Alors, on a eu des réactions, des personnes qui ont dit mais à l'étranger, ça veut rien dire. L'étranger, il y a pas la France et le reste du monde, ça veut rien dire. Donc voilà, donc forcément, on peut pas généraliser les situations de tous les pays, mais en fait, moi dans mon parcours, j'ai eu effectivement des contacts avec des personnes qui avaient travaillé à l'étranger pendant un certain temps, etc. et qui avaient constaté une différence sur la manière dont elles pouvaient parler de leur HQI. Donc
pour moi, c'était important de pouvoir aborder ces questions-là. Donc déjà là, on avait 90% de personnes qui considèrent que c'est pas encouragé en France. Et puis après, donc l'autre question où là c'est plus compliqué dans les autres pays, mais quand même 55% qui disent oui c'est pas pareil partout, quoi. Moi je trouvais ça intéressant aussi parce que ça pointe le côté un peu culturel qui est lié à ces questions et le fait que globalement lorsqu'une personne révèle cette partie de sa personnalité autour d'elle, c'est pas génial, mais tu vas pouvoir nous aider. En fait, tes capacités, c'est un cadeau pour tout le monde, c'est quelque chose que tu peux partager, c'est super. Non, en fait, c'est ouais, d'accord. Et derrière, il y a un non-dit, c'est genre ah ouais, donc tu te sens supérieur ou ah ouais, donc tu penses que t'es mieux que moi. Et il y a tout ça en fait. Et je pense que ça c'est vraiment des questions culturelles. C'est-à-dire que si on considérait qu'on était beaucoup plus solidaire et que les capacités des uns et des autres profitent à la communauté de manière générale, on n'aurait pas ces réactions-là. Je pense qu'il y a ces aspects-là, ils sont sous-entendus, mais ils sont assez importants. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, je vous engage à faire les gestes qui aident pour Intensément. Merci à tous, merci à Maxime David et à son GIS, merci à Mensa pour nous autoriser à sortir ce document. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel chaud.